Bonjour, bonjour. Installez-vous sans faire de bruit, le petit Roc dort dans son berceau. Je commence. Normalement, lorsque l'on vient d'accoucher, s'ensuit une période entre parenthèses totalement consacrée au nouveau-né, à son acclimatation au monde, à son bien-être et à son éveil. J'avais joui de cette période à la naissance de Flora, et Max et moi nous émerveillions de chaque regard, de chaque gazouillis de notre petite princesse, que j'allaitais avec bonheur, sentant se construire notre relation mère-fille de manière fusionnelle. Avec Rock, ce fut immédiatement différent. Dès le troisième jour de son existence, la manière dont il nous regardait nous donnait l'impression qu'il nous comprenait parfaitement et qu'il n'avait qu'une hâte, c'était de pouvoir nous donner ses conseils, ce qui était très déroutant. Au bout de 5 jours, il refusa mon sein, poliment et sans pleurer, mais en détournant la tête. Ma mère essaya alors de lui donner un biberon, qu'il prit en soupirant comme si c'était un moindre mal avant de pouvoir manger un bon steak. Il ne pleurait jamais, et lorsqu'il avait faim, soif ou sommeil, il me touchait le bras comme pour me dire « Alors, ça traîne ». La plupart du temps, il n'avait d'ailleurs aucune envie de dormir, et il restait des heures à regarder le jardin par la fenêtre, à écouter intensément la musique que nous jouions au piano, mais surtout, il semblait passionné par nos conversations d'adultes, ce qui au début mit tout le monde un peu mal à l'aise. En effet, lorsqu'un nourrisson de 2 semaines vous regarde dans les yeux d'un air entendu quand vous parlez affaires, ou encore se met à sourire quand vous racontez les derniers potins mondains, je vous assure que ça fiche un peu la frousse. Mais j'étais folle de mon bébé, et même si je le trouvais particulièrement et étrangement éveillé, je refusais d'admettre qu'il était sans doute une vieille âme dans un corps de nouveau-né. Quant à Marie-Antoinette, pour la première fois de sa vie, elle était perplexe face à un bambin, car lorsqu'elle lui donnait le bain ou lui chantait une comptine, Roch la regardait en levant les yeux au ciel, comme s'il trouvait qu'elle était bien gentille, mais qu'il n'allait pas faire de vieux os avec elle car elle était totalement dépassée. Ce qui mettait Antoinette moralement à plat. Heureusement que son cher Jeffrey l'a remontée, moralement. Flora, elle, était en adoration devant son petit frère. Mais là aussi, les rôles furent vite inversés. En effet, à 4 ans et demi, ma petite fille était vive, intelligente et malheureusement mûre prématurément à cause de la mort de son papa. Toutefois, elle restait une petite fille avec ses grandes joies et ses gros chagrins. Et c'est précisément dans ce dernier cas que Rock jouait le rôle de consolateur qu'aurait dû tenir un grand frère et pas un bout de chou de quelques semaines. Or, dès que Flora pleurait ou faisait un petit caprice qui la mettait en colère, il suffisait que je lui dépose Rock entre les bras pour qu'elle se calme immédiatement en le regardant comme s'il l'apaisait par la force de son regard. Oh là là, j'espérais de toutes mes forces qu'il n'était pas une sorte de Raspoutine, ce mage tout-puissant qui avait réussi à mettre la cour de Russie à ses pieds avant la Révolution et dont le regard vous clouait sur place. Comme de surcroît, j'étais toujours le nez dans mes recherches pour trouver les origines russes de mon grand-père. Je faisais des cauchemars dans lesquels mon bébé avait une longue barbe noire et des yeux étincelants. Le plus déroutant dans tout cela était que mon petit Roc était un bébé magnifique, blondiné, aux yeux noisettes comme ceux de Marmaduke, et au sourire déjà ravageur, bien qu'édenté. Je me dis que nous avions peut-être fait une bêtise en l'appelant comme mon grand-père. Mais heureusement, Duke, qui ne croyait absolument pas à ces histoires de réincarnation, l'appela vite Rocky à l'américaine. Et à partir de ce moment-là, nous ne l'appelâmes plus autrement, ce qui soulagea finalement ma grand-mère, qui en avait assez de sursauter à chaque fois qu'elle entendait le prénom de son mari. Je ne sais pourquoi, mais depuis l'arrivée de Rocky au château, nous avions tous une énergie décuplée. Nous étions affairés du matin au soir, chacun dans notre domaine. Mes cousins étaient repartis aux États-Unis avec femme et enfants pour ouvrir cette fameuse usine automobile à Détroit. Mike Mitchell, lui, ne pouvant se résoudre à quitter maman dont il était fou amoureux, avait ouvert une antenne de son cabinet d'avocat à Paris, avenue de la Grande Armée, dans le même immeuble que celui qui abritait les bureaux de mon grand-père. Et tous les matins, maman et lui partaient pour la capitale, qui était à 1 heure et demie de voiture, et ils revenaient le soir, un peu avant le dîner, conversant et riant sans arrêt comme s'ils ne s'étaient pas vus depuis 8 jours. Une ou deux fois, je me risquais à demander à ma mère si elle comptait épouser Mike, mais à chaque fois, elle me répondait qu'il était l'homme le plus charmant du monde et qu'elle avait des sentiments pour lui, mais qu'elle n'aurait qu'un mari dans la vie, et que c'était mon père. Le sujet fut clos. Je ne savais pas ce que Mike pensait de tout cela, mais je crois qu'il aurait accepté n'importe quoi pour rester aux côtés de sa déesse. Marmaduke, lui, ne pouvait gérer sa compagnie depuis la France, et lorsque Rocky eut 3 mois, il dut repartir pour plusieurs semaines là-bas. C'était vraiment un père adorable, et même si Rocky le regardait comme un camarade de régiment, je sentais qu'ils étaient vraiment bien ensemble. D'ailleurs, Duke avait le cœur brisé de partir et de passer à côté de l'évolution constante de ce petit être si original. Mais je ne pouvais me résoudre à quitter le château et les miens pour aller vivre en Amérique avec un homme dont je n'étais pas amoureuse, même si j'étais sa femme officiellement. En ce qui concernait notre relation, nous n'étions plus que deux parents fous de leur enfant, mais pas un couple. Bizarrement, depuis la naissance, nous éprouvions exactement la même chose l'un pour l'autre, à savoir une profonde amitié, un grand respect et une certaine admiration, mais pas d'attraction irrésistible ni de palpitations cardiaques. Lorsque je lui demandai un soir comment il envisageait l'avenir, car je n'avais que 24 ans et lui 28, il me dit que nous verrions bien comment les choses évolueraient, mais que sa priorité comme la mienne serait toujours le bien-être de Rocky.
J'espérais que mon bébé réussirait à trouver son équilibre lorsque son papa serait à l'autre bout du monde. Et pour pallier à l'absence de figure masculine, puisque mon père et mon grand-père n'étaient plus là, j'allais mettre Attila et Jeffrey à contribution. Lorsque le duc fut parti, Rocky eut donc le droit tous les soirs à une berceuse d'exception chantée par les deux plus belles voix d'hommes que j'ai entendues. Et je dois dire que la silhouette trapue d'Attila et celle tout en hauteur de Jeffrey penchée au-dessus du berceau valaient le détour. Et encore plus lorsqu'on apercevait la tête de Rocky qui leur souriait d'un air bienveillant, l'air de dire Merci les gars, c'est sympa, mais j'ai passé l'âge. Cela étant dit, il s'endormait tout de même au bout de quelques minutes en suçant son pouce comme un bébé normal, ce qui me soulageait énormément. Une fois le duc reparti pour New York, Rocky entamait son 4e mois et tout s'organisait parfaitement au château pour me laisser reprendre mon enquête russe. Muni de la médaille et surtout d'un dessin agrandi du blason qui y figurait, je commençais à contacter les gens figurant sur une liste de Russes vivant à Paris que m'avait procuré Mike et j'y ajoutais les noms fournis par le détective américain engagé par mes cousins. Ces personnes étaient censées avoir un lien plus ou moins proche avec les familles nobles vivant à Moscou vers les années 1860. J'avais renoncé à me rendre en Russie, qu'on appelait d'ailleurs l'URSS depuis 1922, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je ne voulais pas quitter mon bébé ni Flora, et ensuite, nous étions en 1924, Lénine venait de mourir et l'on disait que Staline, qui allait lui succéder, était encore plus dictateur et tyrannique et que la vie à Moscou allait devenir très compliquée. Heureusement, je n'avais pas besoin d'aller jusque là-bas, car un grand nombre de Russes ayant fui leur pays au moment de la Révolution avaient trouvé refuge en France. Et même s'ils avaient tout perdu et devaient se contenter de métiers de fortune, bien loin de leurs compétences ou de leur rang, ils étaient reconnaissants à notre pays de les avoir accueillis et d'avoir pu échapper au nouveau régime en place. Beaucoup de ces immigrés étaient appelés Russes blancs, et ce terme désignait les partisans de la monarchie en opposition aux révolutionnaires qu'on appelait les Rouges. Ils étaient arrivés par vagues chez nous, s'installant pour une majorité d'entre eux à Paris, et s'étaient regroupés dans certains quartiers, comme le 15e arrondissement, qui à lui seul comptait près de 4000 Russes en 1920. Les hommes avaient trouvé du travail, essentiellement dans les usines de construction automobile, mais bizarrement, beaucoup d'entre eux aussi devinrent chauffeurs de taxi, à tel point qu'à chaque fois que vous preniez ce moyen de transport dans ces années-là, vous étiez presque certain de trouver un Russe blanc exilé au volant. Les femmes, elles, travaillaient souvent dans les ateliers de couture, sauf celles qui avaient réussi à mettre suffisamment d'argent de côté pour pouvoir ne pas travailler. Le contexte dans lequel j'entrepris de les contacter ne m'était guère favorable, car tous ces nobles Russes réfugiés à Paris avaient déjà été harcelés de questions au moment de l'affaire Anastasia. En effet, quelques années plus tôt, en 1920, une jeune fille s'était jetée d'un pont à Berlin et avait été sauvée in extremis de la noyade. Recueillie par la police, elle était restée totalement mutique, et personne ne connaissait donc son identité. Les seuls indices étaient que ses bonnes manières et son allure altière indiquaient qu'elle appartenait probablement à la bourgeoisie ou à la noblesse. Elle fut conduite dans un asile en Allemagne et serait sans doute restée éternellement l'inconnue du pont. Mais quelqu'un, peut-être une infirmière, prit une photo de cette mystérieuse inconnue qui circula dans les pages de plusieurs journaux, déchaînant une folie collective, car plusieurs personnes crurent reconnaître la grande duchesse Anastasia, fille du tsar Nicolas II, qui aurait par miracle échappé au massacre de la famille Romanov. La miraculée se mit à parler et déclara en effet être Anastasia, et raconta avoir été sauvée par un soldat qui aurait été ensuite tué, la laissant fuir seule et errer en un voyage interminable jusqu'à Berlin. S'ensuivit un tapage incroyable autour de cette jeune femme. Elle fut recueillie par un baron allemand et dans les mois et les années qui suivirent, tous les Russes ayant approché de près ou de loin la famille royale demandèrent à la voir pour confirmer ou pas que c'était bien Anastasia. Certains jurèrent que c'était bien elle et d'autres, comme le précepteur des enfants Romanov, crièrent à l'imposture. Ce feuilleton tenait encore en haleine l'aristocratie internationale en cette année 24, et les Russes vivant à Paris en avaient un peu assez d'être sollicités par toutes sortes de quidams enflammés par le sujet qui s'improvisaient enquêteurs. Lorsque je me présentais au téléphone ou physiquement à leur domicile, l'accueil est donc un peu frais jusqu'à ce que j'explique le but de ma visite. Je rencontrai à cette occasion une série de personnages aussi incroyables qu'attachants ou exaspérants. On le sait, l'âme slave est sujette à la mélancolie, mais aussi à l'excès d'enthousiasme, parfois à la brutalité, souvent à la générosité, mais en tout cas rien de tiède chez ce peuple. Après plusieurs démarches infructueuses, on me donna l'adresse d'un vieux comte qui était spécialiste des blasons de la noblesse russe. Et j'arrivai un matin de juillet au fond de la cour d'un immeuble qui ne payait vraiment pas de mine. Une jeune fille ravissante, qui devait avoir à peine 17 ans, m'ouvrit la porte. Et là, j'entrai dans un palais des 1001 nuits à la mode slave. Le sol était recouvert de tapis de style persan, un énorme samovar rempli de thé trônait sur la table, et des icônes dorées tapissaient l'ensemble des murs de ce minuscule appartement. La jeune fille se présenta à moi en disant qu'elle s'appelait Tatiana et qu'elle était la petite fille du comte. Elle me dit aussi qu'ils étaient les uniques survivants de leur famille et que son grand-père très âgé et affaibli ne pourrait pas me recevoir longtemps. Puis, m'ayant fait asseoir, elle alla le chercher dans l'unique chambre de l'appartement.
Il était assis dans un fauteuil roulant qui devait être encore plus âgé que lui. Mais lorsqu'il posa les yeux sur moi, son regard était vif et transperçant. Je lui expliquai tout de suite le but de ma visite, en racontant l'adoption de mon grand-père, les visions de la bohémienne et mes recherches pour retrouver ses origines. J'avais apporté avec moi le dessin du blason représentant une licorne et un lion crachant le feu, mais aussi la médaille que Roch portait autour du cou lorsqu'il avait été abandonné et une photo de famille prise quelques années auparavant sur laquelle figuraient mon grand-père, ma grand-mère, maman et moi. Je posai le tout sur la table. Le vieil homme, sans dire un mot, regarda le blason et je vis immédiatement qu'il le reconnaissait. Puis il saisit la médaille et l'embrassa, ce qui me troubla énormément. Enfin, il regarda la photo et en pointant le visage de ma mère, une larme se mit à couler sur sa joue et il dit doucement « Olga ». Oui, Archie, j'étais en plein souvenir. Comment ça, toutes ces histoires avec la Russie vous énervent? Enfin, que voulez-vous que j'y fasse? Tout le monde ne peut pas être écossais depuis 10 générations. Pour la peine ce soir, vous aurez du bortsch. Allez, je me mets en cuisine et je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures.